Avant de commencer la vidéo, je vous informe que je viens de réouvrir les inscriptions à mon programme le plus complet, La Rencontre, où je vous explique comment créer une belle rencontre naturellement dans votre quotidien, sans passer ni par Tinder ni par la drague de rue. Je vous mets le lien en description et on passe à la vidéo tout de suite. Déjà, on peut se poser la question très simple, est-ce que la valeur des femmes sur le marché de l'amour diminue après 30 ans? On va essayer d'y répondre. Qu'est-ce que le marché de l'amour? Le marché de l'amour, c'est une métaphore pour illustrer le fait que rien n'est gratuit en amour. Si tu veux des mecs beaux gosses, bah il va falloir être canon. Si tu veux des femmes jolies et attirantes et fertiles et jeunes, bah il va falloir être intéressant, il va falloir être dominant, il va falloir être beau, il va falloir être charismatique, etc. There is no free lunch, no free lunch. Rien n'est gratuit en amour, tout se monnaie et vous êtes le produit, je suis le produit, nous sommes tous des produits qui nous échangeons sur la marketplace du marché de l'amour, sur le marché de l'amour tout simplement. Et vous avez une valeur, vous avez une étiquette qui est associée à votre valeur, un prix. Euh, et cette valeur, pour moi, cette étiquette, elle se décompose en deux catégories. Il y a la valeur objective et il y a la valeur subjective. La valeur objective, c'est ce qui fait consensus. La valeur objective, c'est les vestiges de l'évolution, si vous voulez, les vestiges de la sélection sexuelle. Donc ça va être par exemple, on va commencer direct par les exemples, un homme grand, tout étant égal par ailleurs, a plus de valeur objective qu'un homme petit, tout étant égal par ailleurs. C'est pareil pour une femme avec un ratio taille-hanche spécifique. Sa valeur objective sera plus importante qu'une femme dont le ratio taille-hanche est flingué. Tout étant égal par ailleurs, une femme de 35 ans a une valeur objective sur le marché de l'amour inférieure à une femme de 25 ans, tout étant égal par ailleurs, et je parle de valeur objective. Pourquoi l'homme plus grand, il est plus attirant, et pourquoi sa valeur objective est plus grande? Parce que caractère dominant. Pourquoi la femme avec un bon ratio taille-hanche, ou alors la femme de 25 ans par rapport à la femme de 35 ans, a une valeur objective plus grande que celle de 35 ans? Parce que ce sont des indicateurs de fertilité. Mais vous noterez bien que j'ai parlé de valeur objective. Et que c'est peut-être ça qui fait la beauté d'être un humain, c'est qu'il n'y a pas que la valeur objective. Nous ne sommes pas que des logiciels qui analysons des chiffres en termes de ratio taille-hanche ou autre. Il y a d'autres composantes qui rentrent en jeu. Pour des raisons culturelles, pour des raisons génétiques, pour des raisons tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que ces critères-là qui rentrent en compte. Et la valeur subjective d'une personne, du coup, c'est ce qui vous est personnel. Je vous donne des exemples, ce sera plus simple à nouveau. Autant les femmes préfèrent les hommes grands, il y a un consensus là-dessus. Autant il y a des femmes qui vont préférer des hommes aux cheveux longs et d'autres qui vont préférer des hommes aux cheveux courts. Du côté des mecs, il y a des hommes, la plupart des hommes vont être plus ou moins tous attirés lorsqu'ils vont voir le dos d'une femme qui présente un certain ratio taille-hanche. Ils vont tous se mettre d'accord là-dessus, consensus. Voire même ils vont tous se mettre d'accord pour dire ce qu'est un beau visage féminin. En revanche, il y en a qui vont préférer et avoir plus de désir pour l'archétype de la Scandinave blonde aux yeux bleus, et d'autres fines, et d'autres qui vont préférer la méditerranéenne brune pulpeuse avec des grosses fesses. Petite, vs la grande. Bref, il y a pour le coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a des préférences qui n'obéissent pas à l'évolution. Pourquoi est-ce que d'un point de vue évolutionniste, j'aurais plus intérêt à me reproduire avec une méditerranéenne brune plutôt qu'avec une scandinave aux yeux bleus? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun intérêt, il n'y aurait aucun argument pour me pousser plus vers l'une que vers l'autre. Idem pour un homme aux cheveux longs, cheveux courts. Il y a un peu ce débat depuis pas mal d'années sur oui, mais la beauté est objective, oui, mais la beauté est subjective. En fait, la beauté est d'abord objective, et ça, on ne peut pas le nier. Il y a une grosse composante objective à la beauté, que ce soit la symétrie, l'éclat de la peau, les caractères sexuels secondaires empreints de testostérone pour les hommes, d'œstrogène pour les femmes, la fertilité, etc. Mais il y a aussi une part subjective. Et le fait de reconnaître qu'il y a une grosse composante objective n'exclut pas la partie subjective. La partie subjective qui donc dépend
de l'œil de celui qui vous regarde. Et donc pour revenir à la question de base, effectivement, la valeur objective de la femme sur le marché de l'amour a tendance à diminuer entre 35 et 25 ans, tout étant égal par ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui fait consensus, encore une fois, parce que, la théorie derrière, c'est parce que il y a moins d'expression de la fertilité, donc dans le monde entier, à travers toutes les époques, les hommes ont, depuis des centaines de milliers d'années, été plus attirés par des femmes de 25 ans que des femmes de 35 ans, tout étant égal par ailleurs, encore une fois. Je pense qu'il y a plus d'hommes qui auraient envie de coucher aujourd'hui avec Sophie Marceau qu'avec une lambda de 20 ans. Je vous ai dit que la valeur objective de la femme baissait sur le marché de l'amour, mais c'est le cas de la valeur objective de l'homme également. On a envie de se voiler la face en se disant oui, les hommes vieillissent comme le bon vin, etc. On verra tout à l'heure, à certains égards, c'est vrai, mais dans la plupart du temps, pour la plupart des gens, c'est faux. Ce qui se passe concrètement pour un homme qui vieillit, c'est que chaque année, son taux de testostérone diminue à partir de 30 ans, de 1% en moyenne, et il prend plus de probabilité de choper la calvitie. Je pourrais vous en citer plein, perte de masse musculaire, perte d'ambition, pas mal de choses comme ça, qui font qu'un homme devient objectivement, sa valeur objective est moins élevée à partir du moment où il passe le seuil des 30 ans en moyenne. C'est pas juste pour les femmes. Mais la différence, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas la même attitude face à la vieillesse. Et il est là mon premier problème. Le premier problème que je vois dans le vieillissement des femmes, c'est l'attitude face à la vieillesse. Les femmes ont une attitude plus négative que les hommes vis-à-vis de la vieillesse. Les hommes ont cette facilité plus que les femmes à réinterpréter les événements négatifs et les réinterpréter de manière plus positive. Donc par exemple, plutôt que de paniquer en se disant chaque année je vieillis et je me rapproche de la mort, on pourrait se dire bah cool, chaque année en plus, ça veut dire que j'ai de la chance, j'ai survécu jusqu'ici, il y a des gens dans le monde qui n'auraient pas eu cette chance, peu importe. Il y a une manière de réévaluer les événements qui nous arrivent de manière positive. Et ça, les hommes le font mieux que les femmes en général. On pourrait appeler ça une stratégie de coping plus adaptée face à la vieillesse. Et donc je me suis posé la question, je me suis demandé, mais alors, est-ce que les femmes n'auraient pas des raisons rationnelles d'être plus négatives vis-à-vis de la vieillesse ? Et la réponse, elle n'est pas si simple que ça, elle est assez compliquée. Enfin, il y a pas mal de variables. Il y a des choses qui donnent raison à la négativité des femmes face à la vieillesse, comme par exemple l'idée que les femmes perdent... Alors, les femmes ne perdent pas plus de collagène que les hommes. En revanche, les femmes partent avec un capital de collagène plus bas que les hommes. Le collagène, c'est la molécule qui constitue votre peau. Quand vous perdez du collagène, votre peau devient plus ridée et moins élastique. Or, il est vrai que chaque année, à partir de 25 ans, je crois, on perd progressivement notre capital collagène, mais les hommes partent de plus haut. Donc ça pourrait expliquer pourquoi, parfois, on peut avoir l'impression que une femme de 30 ans fait un petit peu plus âgée qu'un homme de 30 ans. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'il faut noter. Il faut également noter que les femmes prennent généralement plus soin de leur peau que les hommes, donc ça doit s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. Il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est que les femmes, à tout âge, ont un indice de fragilité supérieur aux hommes. À tout âge, les femmes ont généralement une moins bonne condition physique que les hommes, en moyenne. Elles ont moins de force, elles ont moins d'agilité, pour une raison assez simple, c'est qu'à tout âge, les hommes sont en moyenne plus sportifs, plus physiques, plus actifs que les femmes. Et ça peut avoir des conséquences lourdes à mesure qu'on vieillit, parce que du coup les capacités de mouvement sont limitées, parce que du coup une femme, là je parle des femmes plus âgées, mais une femme qui tombe peut avoir plus de difficultés à se relever. Là vous vous en rendez pas compte, vous êtes jeune, mais à 70 balais, lorsque vous tombez par terre, il faut se relever. Ça se trouve, ça fait des années que vous n'avez pas fait de pompe, quoi. Vous savez pas ce que c'est de vous relever. Donc c'est plus dur lorsqu'on n'a pas de force et lorsqu'on n'a pas travaillé sa force. C'est plus dur
de soulever un enfant, de soulever son petit enfant quand on a 70 ans, si on n'a jamais fait de deadlift ou de squat, c'est plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a effectivement une inégalité entre les hommes et les femmes en faveur des hommes sur l'indice de fragilité, le fitness, si vous voulez, la tonicité du corps, la force du corps, qui fait que les femmes ont une raison d'être plus négatives vis-à-vis du vieillissement. Mais ça, c'est lié à des variables purement environnementales. Hein. C'est parce que les hommes sont plus dehors, parce que les hommes sont plus actifs, parce que les hommes font plus de sport et commencent beaucoup plus tôt que les femmes. Maintenant, il y a aussi des arguments en faveur des femmes. Et il y a pas mal d'articles qui montrent que l'âge épigénétique des femmes est inférieur à celui des hommes à tout âge. C'est-à-dire qu'à tout âge, le corps féminin vieillirait moins vite que le corps masculin. On parle vraiment d'accélération de l'âge, ils appellent ça age acceleration. Et pour les hommes, c'est plus important. On n'est pas sûr exactement pourquoi. En revanche, on est sûr d'une chose, c'est que lorsqu'on contrôle pour 3 variables, c'est-à-dire l'alcool, la cigarette et l'indice de masse corporelle, on se retrouve avec un écart qui est un petit peu plus faible entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que si on prend des hommes et des femmes qui ont le même niveau de vie, qui fument pas, qui boivent pas et qui ont le même indice de masse corporelle, on se retrouve avec un âge à peu près équivalent, un âge biologique à peu près équivalent. Mais comme les hommes ont généralement un indice de masse corporelle plus élevé, ils ont tendance aussi à plus fumer, plus boire que les femmes, ils ont aussi tendance du coup à avoir un âge épigénétique plus vieux, plus élevé que les femmes. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que il n'y a pas vraiment de raison rationnelle pour une femme d'adopter une attitude plus négative vis-à-vis de la vieillesse que les hommes. En revanche, cette attitude négative, elle pèse sur sa psyché, elle peut même la vieillir prématurément, parce que le stress peut vous vieillir prématurément. Et ça, je pense que c'est l'un des vrais problèmes de la vieillesse féminine, c'est que les femmes se mettent la pression beaucoup trop tôt dans leur vie par rapport à l'âge qui passe. On a tous connu une nana de 25 ans qui paniquait le jour de son anniversaire parce que ça y est, elle avait 25 ans, c'était la fin du monde. Je pense que c'est l'un des vrais problèmes, l'un des problèmes majeurs qu'on retrouve chez les femmes à partir de 30 ans. Enfin bref, les femmes qui vieillissent. Il y a une souffrance indéniable chez une femme qui a 30 ans par rapport à un homme. Et pour moi, cette souffrance, elle vient d'une comparaison qui s'opère à partir de la valeur objective qu'elle avait 10 ans plus tôt. C'est-à-dire que pour une femme, le pic de sa valeur objective s'atteint beaucoup plus rapidement que pour un homme. On va dire les choses telles quelles. Si on mesure la valeur objective d'une femme sur le marché de l'amour à partir de son taux de fertilité, sa valeur objective sera plus élevée à 20 ans qu'elle ne l'était à 30 ans. À 20 ans, une femme exprime plus la fertilité qu'à 30 ans. Encore une fois, je parle bien de valeur objective, je ne parle pas de valeur subjective sur le marché de l'amour. Et donc, ce qui se passe pour une femme, c'est qu'il y a un effet d'ancrage qui se produit où on va rester scotché sur la valeur objective que l'on avait à 20 ans. On va rester scotché sur cette image qu'on avait de soi à 20 ou 25 ans et on va avoir du mal à réévaluer la valeur objective sur le marché de l'amour. On va avoir du mal. Pourquoi ? Un petit peu comme un propriétaire qui a acheté son bien immobilier à un prix. La cote a baissé, le cours de l'immobilier a baissé, mais il refuse de réévaluer son prix. Il préfère ne pas effectuer de vente plutôt que de devoir ajuster à la baisse le prix de son bien immobilier. Et donc, on se retrouve avec un marché gelé. Et c'est un petit peu ce qui va se passer pour moi avec des femmes de 30 ans. C'est un petit peu ce qui se passe avec les femmes de 30 ans. C'est que plutôt que de réévaluer la valeur objective à la baisse et donc de devoir chercher des hommes qui seraient un petit peu moins séduisants que lorsqu'on avait 20 ans, les femmes vont préférer ne pas réévaluer, ne pas faire cette réévaluation et du coup rester seules. Pas toutes les femmes évidemment, ça dépend des femmes, mais il y a beaucoup de nanas pour qui ça va être difficile de réévaluer leur propre valeur objective. Et la souffrance, elle est là pour moi. La souffrance, c'est de tomber de très haut, de tomber de beaucoup plus haut que pour un homme. Un homme, encore une fois, à 20 ans, entre ses 20 et ses 30 ans, a priori, il ne va pas tomber de très haut. S'il a bien bossé, sa valeur objective, elle a augmenté. Et s'il se trouve dans la masse, comme la plupart des hommes, sa valeur objective, elle n'a pas tellement diminué. Et surtout, il a connu une phase
durant laquelle sa valeur objective était au plus bas. Et c'est ça qu'il faut rappeler. C'est qu'à 20 ans, un homme, il sait ce que c'est que d'avoir une valeur objective basse. La claque d'humilité, il se l'est déjà prise, l'homme de 20 ans. L'ego, il l'a déjà défoncé a priori. Quand un jeune homme de 20 ans apprend à aller aborder une fille et qu'il se prend des râteaux, bon bah ça y est, l'ego il est défoncé, maintenant on peut passer à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de... C'est une chose que j'admire beaucoup chez les jeunes hommes, c'est cette capacité qu'ils ont, qu'on a eu, parce que je m'inclus dedans, à défoncer son ego pour pouvoir, à accepter qu'on est nul, à faire preuve d'humilité pour ensuite pouvoir vraiment, vraiment bien grimper. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, qui est une des forces des hommes, de manière générale. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver chez les femmes, parce qu'à 20 ans, les femmes obtiennent beaucoup trop rapidement sur le marché de l'amour, et donc elles ne se prennent pas cette claque d'humilité. Cette claque d'humilité, elles vont devoir la prendre à 30 ans. Mais c'est beaucoup plus difficile de se prendre cette claque dans l'ego à 30 ans que ça ne l'était à 20 ans, tout sexe confondu. Et donc ça, pour moi, c'est le premier problème que je vois dans le fait de vieillir pour une femme de 30 ans, c'est de devoir souffrir plus que les hommes, de voir sa valeur objective diminuer, et c'est ce refus d'accepter et de réévaluer la valeur objective à la baisse, et donc de réévaluer ses attentes avec l'âge. Ça, pour moi, c'est le premier problème que je vois. En revanche, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est foutu pour les femmes après 30 ans, qu'elles sont périmées ou autres. Je ne crois pas et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un argument très simple. Au même titre que c'est pas foutu pour un mec de 20 ans. La femme de 30 ans, au même titre que l'homme de 20 ans, se prend cette claque d'humilité dans la gueule qui lui fait comprendre que ça ne lui tombera pas dans le bec, qui lui fait comprendre qu'il va falloir bosser pour maintenir sa valeur à un certain niveau, parce qu'elles peuvent augmenter leur valeur objective, hein. Déjà en commençant par aller au sport, en commençant par faire toutes ces choses que les mecs de 20 ans ont fait presque naturellement sans trop se poser de questions. Pas tous les mecs évidemment, mais une partie des hommes de 20 ans qui se sont dit ok, je suis trop maigre, bah je fais quoi? Je vais à la salle de muscu. J'ai pas de tchatch, bah je fais quoi? Bah j'apprends à développer ma créativité, je fais de l'impro, j'apprends des trucs, je vis des expériences, je vais sur le terrain, je prends les formations de Léo, je fais preuve d'humilité, je décide, je reconnais que je ne sais pas tout, je reconnais que je dois apprendre à maîtriser la psychologie féminine, ça c'est ce que se disent les hommes de 20 ans, et c'est ce que doivent se dire les femmes de 30 ans. Peut-être que je ne maîtrise pas toute la psychologie masculine, peut-être qu'il faut que je m'y penche, peut-être qu'il faut que je m'y intéresse, peut-être qu'il faut que je fasse un petit peu plus preuve d'empathie, peut-être que je me suis jamais vraiment mis à la place d'un homme, peut-être que je sais pas trop ce que c'est d'être un homme de 30 ans finalement, je me suis peut-être pas trop posé la question. Donc faire preuve d'humilité pour reconnaître, pour s'émanciper de cette naïveté de croire que ça va vous tomber dans le bec, développer son physique. Pour la première fois, c'est pas juste mettre du maquillage, ça va peut-être consister à faire plus de sport, à aller à la salle, à se muscler les jambes, à faire du cardio. Et il y a plein de femmes qui le font. Et elles ont bien raison, parce que ça augmente la valeur objective sur le marché de l'amour. C'est juste que en moyenne, les hommes commencent beaucoup plus tôt que les femmes. Les hommes n'ont presque, j'ai envie de dire, n'ont presque pas eu le choix en fait. Un homme gringalet ou un homme gros, c'est mort. C'est mort. Une nana fine, une nana peut être super belle à 20 ans sur le marché de l'amour, en termes de valeur objective, sans forcément avoir besoin d'ouvrir une salle de muscu. Donc, il y a toutes ces choses que les femmes doivent réapprendre. Et c'est d'ailleurs à cela que sert le club des philogynettes. Et je vous mets un lien juste en bas de cette vidéo où je vais vous apprendre à décrypter le cerveau masculin. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder. Alors, il y a deux autres problèmes que je vois chez les femmes. Et alors là, pour le coup, mesdames, prenez vraiment des notes. Je pense que c'est important pour vous de comprendre ça. Et je sais que vous le savez au fond de vous, mais j'aimerais vraiment que vous l'enregistriez parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un contrôle. Quand on prend en expérience en amour, inévitablement, on se prend des rejets, on se prend des râteaux. On a des difficultés, on souffre tout simplement. On va vivre des événements stressants. On va se prendre les ruptures amoureuses, des épisodes de jalousie, peu importe. Ça fait souffrir l'amour. Et cette souffrance, ces rejets, ça va augmenter notre carapace, ça va nous rendre un petit peu moins naïfs et un petit peu plus cyniques. Peut-être même un petit peu plus désagréable, un petit peu plus méfiant. On nous la fera plus.
Et autant pour un homme, c'est séduisant, ça fait de lui un mec avec plus de profondeur, un mec un peu plus qui a eu des cicatrices, un mec solide, un mec un petit peu désagréable, mais c'est pas dérangeant, ça le rend plus beau, plus attirant. Autant pour une femme, ça la rend pas tellement plus attirante. Au contraire, ça a plutôt tendance à la rendre plus intimidante aux yeux des hommes, plus refroidissante. Ça refroidit les hommes. Parce que ce que ça exprime aux yeux des hommes, quand un homme lit le cynisme, l'aigreur, le caractère un peu blasé dans les yeux d'une femme, lui, ce qu'il voit, c'est cette femme a connu plein d'hommes. Et donc, je passe après tous ces hommes-là. Ce qui m'amène à un deuxième problème qui est la perte d'émerveillement. Parce qu'elle a connu tous ces hommes-là, qu'est-ce que je vais lui apprendre, moi ? Qu'est-ce que je vais lui faire découvrir ? Les mecs ont ce besoin de faire découvrir des choses aux femmes. Ils ont ce besoin de prendre une femme sous leur aile et de lui faire découvrir le monde. Et lorsqu'on se trouve face à une femme qui exprime l'idée qu'elle en a vu de toutes les couleurs, que toi, tu vas pas m'impressionner, mon petit gamin, alors qu'on a le même âge qu'elle, bah ça donne pas envie au mec, quoi. Dans le meilleur des cas, ça lui donne pas trop envie. Dans le pire des cas, ça le refroidit. Voire même, pire, il sera intimidé, il sera repoussé. Il osera pas. Il osera pas. Et qu'est-ce qu'il va lui faire découvrir à cette femme ? Elle a déjà tout vu. Ah, je vais t'emmener dans ce café, t'inquiète, tu vas découvrir. Ah, je le connais déjà. Bon, bah, c'est pas grave, je vais te faire monter derrière ma moto. Mon ex, il était motard, donc je connais déjà. Ah, mais je vais t'amener à Rome, alors t'inquiète, on va découvrir Rome ensemble. Ah, j'ai fait ça avec mon ex l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir ? Il n'y a plus rien à faire. Donc, évidemment qu'il y a des choses à faire. Je suis pas en train de. Je suis juste en train d'essayer de vous faire entrer dans la tête d'un homme, probablement dans la trentaine, qui essaie de rencontrer une femme d'à peu près son âge et ce qui peut se passer. Et surtout, comment ça s'exprime ? Ben, ça s'exprime dans le regard. Je vous le dis très sincèrement, plus je vieillis, en fait, plus je trouve attirantes les femmes de mon âge. Mais par contre, il y a un truc qui me gêne vraiment, c'est le côté blasé d'une femme qui a déjà plus ou moins tout vécu. Un petit peu ce que je viens de vous décrire là. Et ça, je l'ai vu chez beaucoup de femmes, particulièrement, il faut dire les termes, à Paris, des citadines parisiennes. C'est ce regard un petit peu blasé, quoi. Ouais, j'ai déjà tout vu, quoi. Et tu te dis, merde, mais on va faire quoi ? Donc c'est assez déroutant. On a envie de réanimer cette nana, on a envie de lui dire, non, t'inquiète, on va vivre des trucs, on peut encore vivre des trucs. Et je le vois même quand je vois des couples du même âge dans la trentaine, tu vois vraiment ce décalage entre l'homme et la femme. C'est pas tant le physique, c'est vraiment les expressions du visage, quoi, l'attitude. On sent plus il faut le dire, on sent plus de négativité généralement chez les nanas, et on sent plus d'aigreur aussi. Voilà, et où ce côté blasé. Des fois, il n'y a pas la négativité, mais il y a ce côté blasé, c'est-à-dire il y a plus d'émerveillement. Comment je vais émerveiller cette femme ? Voilà, ça c'est important ce que je vous dis là. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, mesdames, encore une fois, on en parle dans le club des Philoginettes. Je vais vous donner des conseils concrets pour vous apprendre justement à ressusciter un peu ça chez vous. Je vous laisse cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Maintenant, j'aimerais répondre à ce fantasme red pill qu'on entend souvent, qui est de dire que à mesure qu'un homme vieillit, sa valeur objective augmente et que par conséquent, il cherchera des femmes au top de leur valeur objective, donc potentiellement des femmes entre 20 et 25 ans, et qui regarderont que ces femmes-là, pour se mettre en couple, peu importe leur âge, un homme dans sa trentaine, dans la quarantaine, il cherchera une femme qui sera au début de la vingtaine, le plus jeune possible, parce que la plus fertile possible. Sur le papier, ça fait sens, valeur objective, un homme, si son statut augmente, alors il a plus de valeur objective et il aura tendance à rechercher des femmes qui ont une plus haute valeur objective sur le marché de l'amour, donc des femmes qui expriment plus de fertilité. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. L'archétype du jeune homme qui va parler des relations hommes-femmes aujourd'hui, c'est un mec de 24 ans, expatrié à Dubaï, qui va donner des leçons à des Français restés sur le territoire en ce qui concerne le choix d'un partenaire. Le problème, c'est que leur univers à eux, il est totalement différent en fait. Déjà, ce sont on va leur souhaiter d'être millionnaires, sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vivent sur Internet, qui ont un mode de vie très particulier, qui sont
qui vivent pas dans Paris, qui vivent pas dans les villes comme vous et moi, à Lyon, à Paris, peu importe. Ils sont isolés dans leur tour d'ivoire. Et ces gens-là, effectivement, ils sont entourés de femmes qui recherchent l'argent. Ils sont entourés de femmes très jeunes qui viennent souvent les voir pour de l'argent. Et donc, dans leur univers, eh bien, la transaction sur le marché de l'amour, elle est très simple, très primaire. C'est ressources contre statut. Voilà. Ce sont aussi des gens qui sont vachement influencés par le discours d'Andrew Tate. Et généralement, ils vont avoir tendance à répéter bêtement, mot pour mot, le discours d'Andrew Tate, mais aussi probablement vivre la réalité de ce que décrit Andrew Tate, parce que c'est un microcosme, c'est un environnement très particulier. Donc il faut toujours recontextualiser les conseils, d'où ils viennent. Euh, la plupart de ces gens-là se contentent de répéter le discours d'Andrew Tate et de vivre un mode de vie très particulier dans des tours d'ivoire à Dubaï. Un avocat qui bosse dans le private equity aujourd'hui à Paris, dans sa trentaine, cet homme-là, il regarde pas des vidéos d'Andrew Tate sur YouTube, il regarde pas des vidéos Red Pill sur YouTube, et il va pas choper une tradwife de 20 ans. Dans les faits, l'avocat qui bosse dans le private equity à Paris, il va se retrouver en couple avec une autre avocate. S'il a 30 ans, en moyenne, il va se mettre en couple avec une avocate de 27 ans. Ce chiffre de 3 ans, cet écart de 3 ans, je ne l'ai pas pris au hasard, en moyenne dans le monde entier, l'écart entre l'homme et la femme, entre le mari et la femme, il est de 3 ans à peu près, 3 à 4 ans. Dans les pays occidentaux, il est un petit peu plus court, dans les pays plus traditionnels, il est un peu plus gros. Donc, dans les faits, ce qui se produit, c'est que l'homme à statut social élevé aujourd'hui en France, on ne parle pas d'un digital nomade multimillionnaire qui bosse sur le web, on parle d'un avocat, d'un médecin. Ces hommes-là, ils vont rechercher une nana qui bosse dans leur milieu. Le médecin, la plus grande probabilité, c'est qu'il se mette en couple avec une nana qui a fait des études avec lui, qui était 1 ou 2 promos en dessous de lui. La probabilité, dans la réalité, c'est que ces hommes-là se mettent avec des femmes de leur milieu. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont plus de facilité à les rencontrer, que ce soit en soirée ou dans leur cercle social. Et surtout parce que ces hommes-là, ils ont une plus grande connexion intellectuelle avec ces femmes. C'est bien beau le discours de dire moi, quand je serai riche, je me mettrai en couple avec une tradwife de 20 ans, 10 ans de moins que moi, etc. Mais bon courage pour discuter avec elle. Bon courage pour avoir des conversations avec elle. Parce que c'est sympa. Hein. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une femme de 20 ans, c'est super, c'est joli, c'est sexy. Entre 20 et 25 ans, elles sont au top physiquement. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas que ça. La valeur sur le marché de l'amour, c'est pas que la valeur objective, c'est aussi la valeur subjective. Et si on ne peut pas discuter, et si notre nana ne peut même pas comprendre en fait ce qu'on vit au quotidien, le fameux avocat qui rentre du taf le soir, s'il n'est pas capable d'expliquer à sa nana ce qui se passe au boulot, s'il n'est pas capable de lui raconter tous les conflits politiques qu'il a eu à affronter au boulot, mais il va la larguer, sa copine. Il y a une différence entre coucher avec des nanas et se mettre en couple et fonder un projet avec une femme. Et aujourd'hui, dans les faits, dans la réalité, ce qui se produit, c'est que en France, parce que moi je parle de la France, je parle de ce que je connais, je parle pas de Dubaï, je parle pas des pays d'expatriés. En France, un homme avec un statut social élevé, il se met en couple avec une femme d'à peu près son âge, un peu plus jeune, avec qui il peut discuter le soir, avec qui il peut parler. Il se met pas en couple avec une poupée, il se met en couple avec une alliée. Et ça, je pense que cette notion de projet, ces mecs-là qui donnent des conseils Red Pill sur Internet, ils en sont un petit peu déconnectés. Ils sont un petit peu déconnectés. Je vais pas dire du réel, parce que c'est réel, hein, leur monde à eux. Mais juste, c'est pas le même monde que nous. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là. J'avais sorti un exemple là-dessus quand j'avais fait une vidéo sur les tradwives. J'avais donné l'exemple de la série Mad Men. Je vous invite à la voir, homme comme femme d'ailleurs. Très intéressant, Mad Men, donc c'est un cadre qui bosse à New York dans les années 60, qui a le mode de vie, vraiment le mode de vie qui fait rêver hommes et femmes aujourd'hui, hein, le mode de vie traditionnel avec la famille et puis la maman qui reste au foyer, etc. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la maman, elle finit par se faire chier, à fumer des clopes, à devenir dépressive, à aller voir un psy, et le Don Draper, il la trompe à tour de bras. Alors il est ravi, il a sa famille, il a son petit truc machin, mais il rentre il rentre du taf le soir, il est incapable de discuter avec elle, et il tombe amoureux d'une femme qui le comprend, il tombe amoureux d'une nana
C'est une femme qui vient d'une famille juive et qui bosse dans l'équivalent des grands magasins. C'est une directrice d'achat dans des grands magasins. Elle a son âge. Elle est peut-être objectivement moins jolie, effectivement, que la Betty. Elle est plus âgée. Mais il y a une connexion intellectuelle très forte entre les deux. Et je crois même que c'est la seule femme avec laquelle il pleure, avec laquelle il se montre vulnérable tel qu'il est réellement. Voilà. Donc, c'est très représentatif, je trouve, de cet idéal qu'on a du fantasme de la red pill entre hommes à statut social élevé qui se mettraient en couple avec une tradwife beaucoup plus jeune que lui. C'est très beau dans les faits, c'est très beau sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas ça qui se produit en fait. Et c'est même pas ça probablement qui fonctionne en fait. Parce que, et la boucle va être bouclée, parce que on ne peut pas décrire la valeur d'un être humain sur le marché de l'amour uniquement à partir de la valeur objective. Il n'y a pas que ça. Tout comme un homme petit peut être capable de se montrer dominant aux yeux d'une femme et de faire rêver une femme, tout comme une femme d'un certain âge peut être sexy et faire éprouver du désir chez des hommes. Il n'y a pas que la valeur objective. Il y a aussi la valeur subjective qui du coup va dépendre du regard de l'observateur. Là, en l'occurrence, là où je voulais insister, c'était vraiment cette notion de connexion intellectuelle. Il est beaucoup plus facile d'établir une connexion intellectuelle entre un homme et une femme du même âge. Moi, je le vois dans mon entourage. Les hommes de la trentaine, des hommes dans mon entourage qui ont bien réussi leur vie, ils sont quasiment tous avec des femmes de leur âge. Ils sont parfois presque gênés de me le dire comme si j'étais un accro de la psychologie évolutionniste et que j'allais leur dire non les gars, il faut vous mettre en couple avec des femmes de 10 ans de moins que vous. Mais absolument pas. C'est les couples qui fonctionnent le mieux de ce que je vois. Moyenne d'âge, généralement, l'écart en général qui fonctionne de ce que je vois dans mon entourage, c'est à peu près le même âge où l'homme est un peu plus âgé que la fille, généralement. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est des gens qui souvent viennent du même milieu social, qui évoluent dans le même type de boulot, qui vivent, où la fille est capable de parler avec eux de leur taf et qui ont des modes de vie un peu similaires, voilà, qui vivent à peu près la même chose et probablement aussi qui ont grandi dans la même génération et qui se comprennent mieux l'un l'autre. Connexion intellectuelle. Et donc, mesdames, si vous voulez augmenter la connexion intellectuelle avec un homme qui vous plaît, si vous voulez mieux comprendre la psychologie masculine, je vous laisse cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.